La nouvelle science de l'esprit a fait converger en une discipline cohérente plusieurs domaines autrefois indépendants. Elle permet une vision plus affinée des processus mentaux, partant de l'idée que chaque aspect de l'activité mentale vient du cerveau, du simple réflexe à la pensée créatrice la plus complexe. On sait que ces différents processus mentaux peuvent être modifiés par l'apprentissage. L'apprentissage renforce la communication entre les neurones. C'est la plasticité synaptique. Et nous avons démontré qu'elle peut prendre deux formes différentes. Quand un animal apprend quelque chose une fois, la mémoire est courte. Le changement est fonctionnel, pas anatomique. Seule l'efficacité de la synapse change. Mais si l'apprentissage se répète, le signal va jusqu'au noyau. Il modifie l'expression des gènes et permet le développement de protéines qui génèrent de nouvelles connexions synaptiques. La mémoire à long terme, sur plusieurs jours, plusieurs semaines ou plus, est associée à un changement anatomique. Les recherches de Kandel ont jeté un pont entre biologie et psychologie. Le cerveau et ses gènes sont donnés à la naissance, mais ils peuvent se modifier. Un souvenir traumatique transforme le cerveau dans son anatomie. La nouveauté, c'est que la psychothérapie, en travaillant sur les souvenirs traumatiques, modifie elle aussi cette anatomie. Ce sont les techniques d'imagerie cérébrale qui en ont apporté la preuve. L'imagerie cérébrale a révolutionné la psychiatrie et les neurosciences. Elle permet d'identifier les régions du cerveau qui se modifient lorsqu'un sujet réagit à une émotion, une perception, une pensée, un comportement. On a fait des images IRM des patients avant et après traitement pour répondre à la question « La psychothérapie modifie-t-elle le cerveau, surtout les circuits de la peur ?» Pour l'instant, la réponse est oui. Il fut un temps où on n'aurait pas cru que les mots, la parole, puissent modifier le fonctionnement du cerveau. Mais il semble bien que oui. Après le 11 septembre, je n'arrêtais pas de me remémorer ce jour-là, de le revivre à chaque instant. Quand je me mettais à pleurer, quand j'étais prise de panique dans le bus, je mettais ça de côté en me disant « avec le temps, ça passera ». Mais au contraire, j'étais de plus en plus aliénée. J'avais souvent peur, je n'avais plus aucune énergie. Et j'étais tellement mal que j'ai fini à l'hôpital. Je suis arrivée aux urgences avec toutes sortes de symptômes auxquels je ne comprenais rien. J'ai eu beaucoup de mal à retrouver un sentiment de sécurité parce que tout me renvoyait à quelque chose de mon passé. Les peurs peuvent toujours ressurgir d'une façon ou d'une autre. On n'a pas encore trouvé de thérapie qui empêche totalement le retour de la peur. Mais nos recherches sur le rat montrent qu'en le traitant par des stratégies actives de dépassement de ses peurs, si on lui apprend à utiliser des stratégies actives plutôt que passives, on empêche le retour spontané de la peur de façon plus efficace. En gros, plus on introduit de stratégies actives dans une thérapie, plus cette dernière sera efficace. Je n'avais pas encore fait le lien entre mon état mental et mon état physique. Personne ne savait vraiment ce qui se passait. Mais un jour, un médecin au travail m'a dit « Il faut vous faire aider ». C'est comme ça que j'ai commencé ma thérapie. Avez-vous des moments où vous vous sentez triste, plus que la normale? Je sais que vous avez traversé une période de dépression.
Oui, il y a eu un moment décisif pendant ma thérapie. Un jour, je me sentais déprimée. Je me souviens m'être poussée sur le canapé pour laisser de la place à côté de moi. Et j'ai dit, tristesse, viens t'asseoir. Tu veux être là aujourd'hui? D'accord. Et j'ai pris ma journée. Je suis restée là avec ma tristesse. Et j'ai compris que la tristesse ne me voulait pas de mal. Ce qui m'a le plus empêché d'avancer, c'est l'idée qu'il fallait que je revienne au point où j'étais avant le 11 septembre. Mais c'est pas ça. Il n'est pas question de revenir en arrière, mais d'avancer. Et là, j'ai cessé de me définir comme une survivante. Très intéressant. L'autre jour, j'étais en réunion avec mon groupe de recherche, avec qui on essaie de comprendre la peur, l'angoisse, ses aspects biologiques pour trouver des solutions. On a abordé cette idée de stratégie active et de ses modèles biologiques. Et vous en êtes un parfait exemple. Pour que le rat passe enfin à l'action et que ses actions finissent par éliminer la réaction au stimulus, il faut modifier le circuit qui génère l'immobilité, la passivité. Au lieu d'aller par là, il doit aller par là. Il faut déplacer le lieu du traitement de l'information. Parce qu'en changeant de lieu, on permet à la peur d'entrer dans d'autres circuits qui génèrent des comportements actifs. Passer à l'action plutôt que rester passif, chez l'homme comme chez le rat, est un moyen de dépasser la peur. Elia y est parvenue, Chris pas encore. Ce que font les gens après un trauma comme le 11 septembre, c'est raconter en boucle ce qui s'est passé. C'est le processus normal, consistant à prendre un événement dépourvu de sens, un immeuble qui s'écroule en plein New York, et à essayer de construire un récit avec une chronologie et de lui donner un sens avec des causes et des effets. Une fois que le récit a un sens, le trouble se résout.